Imaginez ceci. L'air de votre cellule est une couverture froide et humide, épaisse de l'odeur de la pierre humide et de votre propre corps mal lavé. Vous êtes un fantôme, un secret d'État connu seulement comme « celui qui n'a pas de nom », et vous vivez dans ce monde sans lumière depuis 20 ans. Vous savez lire, mais le seul livre que vous ayez est une Bible que vos gardes vous ont donnée, ces histoires formant un étrange contrepoint à votre réalité vide. Vous savez que vous avez été un souverain, vous vous appelez Gosudar, ou souverain, mais ce souvenir est un membre fantôme, une sensation sans substance. Aujourd'hui, le silence est différent. Il y a des cris. Le fantasme que vous avez nourri dans le noir, celui où quelqu'un se souvient de vous, est en train de se réaliser. Mais pouvez-vous imaginer la terreur que recèle cet espoir? L'histoire d'Ivan VI, né Ivan Antonovitch, est un récit d'une cruauté sans pareille, une histoire d'horreur gothique écrite dans les salles dorées de la cour de Russie. Son existence n'a pas commencé par un cri de joie, mais comme un pion dans le pari désespéré d'une impératrice mourante pour la survie de sa dynastie. C'était en l'an 1740. L'impératrice de Russie, Anna Ioannovna, nièce de Pierre le Grand, était sans enfant et sa santé déclinait. Le trône de Russie, un siège de pouvoir brutal et précaire, était soumis aux caprices de son occupant, grâce à un décret de Pierre le Grand qui permettait au monarque régnant de nommer son propre successeur. Cela avait plongé l'Empire dans un demi-siècle d'instabilité, une succession de coups de palais et de souverains éphémères. L'impératrice Anna, déterminée à maintenir le trône au sein de sa propre branche de la famille Romanov, la lignée d'Ivan V se tourna vers sa seule nièce, une femme discrète et indolente nommée Anna Léopoldovna. Pour assurer cette lignée, il fallait trouver un mari convenable pour Anna Léopoldovna, et le choix se porta sur le duc Antoine Ulrich de Brunswick-Wolfenbüttel, un prince allemand amené en Russie en 1733 pour être préparé à ce rôle. Leur union n'était pas une union d'amour, mais de calcul politique froid, un programme de reproduction conçu pour produire un héritier. Anna Léopoldovna, une femme plus intéressée par la rêverie et les liaisons avec ses dames de compagnie, trouvait son mari docile mais sans inspiration. La cour elle-même était un nid de vipères, dominé par l'amant puissant et largement détesté de l'impératrice Anna, le duc de Courlande, Ernst Johann von Biron. Son mépris pour la noblesse russe et ses lourds impôts avait fait de lui une figure universellement méprisée. C'est dans cette atmosphère empoisonnée que le 23 août 1740, un fils naquit d'Anna Léopoldovna et d'Antoine Ulrich. Ils le nommèrent Ivan. C'était un bébé en bonne santé, totalement inconscient du fait que sa naissance n'était pas une joie familiale mais un événement d'État, une mèche allumée dans la poudrière de la cour de Russie. Avant même d'avoir 2 mois, l'impératrice mourante Anna Ioannovna adopta formellement le nourrisson et, sur son lit de mort, le déclara son héritier. Le grand jeu de la succession avait sa nouvelle, minuscule pièce maîtresse. Le bébé Ivan devait être l'empereur, mais le pouvoir réel, la régence, fut confié non pas à ses parents, mais au méprisé Biron. Le décor était planté pour une tragédie aux proportions presque inimaginables, qui verrait cet enfant devenir un fantôme vivant, sa vie un témoignage de l'idée que pour certains, une couronne n'est pas un cadeau, mais la plus terrible des malédictions. Son humanité serait systématiquement démantelée, son nom effacé, son existence réduite à un secret d'État, murmuré dans les plus sombres corridors du pouvoir. Les fondations mêmes de sa vie furent construites sur la paranoïa et l'ambition des autres, une faible fondation de nécessité politique destinée à s'effondrer dans un cachot sans lumière. Le 28 octobre 1740, avec la mort de l'impératrice Anna, le nourrisson de 2 mois devint Ivan VI, empereur et autocrate de toutes les Russies. Il fut transféré au palais d'hiver lors d'une cérémonie d'une splendeur grotesque, un minuscule souverain incompréhensif avalé par la vaste et froide machinerie de l'État. Le vrai pouvoir, bien sûr, résidait entre les mains du régent Ernst Johann von Biron, dont le nom était déjà synonyme de cruauté et de corruption. Sa régence, cependant, ne dura que 22 jours. La noblesse russe, et même les propres parents d'Ivan, Anna Léopoldovna et Antoine Ulrich, s'irritaient sous le règne de l'arrogant duc de Courlande. Avec le soutien de l'influent maréchal Burkhard Christoph von Münnich, un complot fut ourdi. Dans un coup d'État rapide et sans effusion de sang au cœur de la nuit, Biron fut arrêté et son règne de terreur prit fin sans cérémonie. Le pouvoir échut alors à la mère du jeune empereur, Anna Léopoldovna, qui fut déclarée régente. Ce fut un choix désastreux. Décrite comme une rêveuse indolente, elle était terriblement mal préparée au fardeau du gouvernement.
Ses journées se passaient en plaisirs languides, à lire des romans au lit, ne se levant souvent que l'après-midi et montrant peu d'intérêt pour les fastidieuses affaires de l'État. Sa cour devint le reflet de son propre caractère, désorganisé, en quête de plaisir, et dominé par ses favoris allemands et ses liaisons passionnées, notamment avec l'ambassadeur de Saxe, le comte Moritz Zulinard, et sa dame de compagnie, Julie von Mengden. Son mari, Antoine Ulrich, fut marginalisé, contraint de dormir dans un autre palais pendant que sa femme menait ses liaisons, un prince cocu dont les plaintes étaient nonchalamment écartées. Pendant que la régente était distraite, l'administration du vaste empire partait à la dérive. Ce vide de pouvoir et la préférence manifeste pour les conseillers allemands créèrent un profond ressentiment parmi les puissants régiments de la garde russe, les arbitres traditionnels du pouvoir à Saint-Pétersbourg. Leur regard commença à se porter sur une autre figure, une femme qui possédait le sang de Pierre le Grand lui-même, la princesse Élisabeth Petrovna, âgée de 32 ans. Élisabeth était tout ce qu'Anna Léopoldovna n'était pas. Vive, ambitieuse et profondément russe dans sa sensibilité. En tant que fille du tsar modernisateur le plus vénéré de la nation, elle représentait un retour à un passé plus glorieux et nationaliste. Pendant des années, elle avait été tenue à l'écart de la politique, surveillée en permanence par des agents secrets, son existence même étant une menace pour la branche régnante de la famille. Maintenant, sentant la faiblesse de la régente et poussée par l'ambassadeur de France, qui espérait saper l'influence autrichienne à la cour, Élisabeth vit son heure venue. La conspiration prit forme dans le froid automne de 1741, une campagne de rumeurs qui se solidifia rapidement en un plan concret de coup d'État. Le décor était planté pour un autre changement de pouvoir violent, une autre prise du trône en pleine nuit. Le bébé empereur, Ivan VI, dormait dans son berceau, son règne d'1 an, supervisé par une mère incompétente, sur le point de connaître une fin brutale et décisive. Son nom, autrefois proclamé du haut de chaque chair, était sur le point de devenir un mot interdit, la première étape de son effacement délibéré des pages de l'histoire. La nuit du 6 décembre 1740, et était glaciale. La neige recouvrait les rues de Saint-Pétersbourg tandis qu'un traîneau transportant une princesse Élisabeth déterminée fendait la ville silencieuse. Tenant une croix d'argent, elle ne se rendait pas à un bal royal, mais à la caserne de la garde d'élite Preobrazhensky, le cœur même du pouvoir militaire russe. Là, faisant appel à leur patriotisme et à leur ressentiment envers la cour dominée par les Allemands, elle lança son appel « Qui voulez-vous servir? Moi, la souveraine naturelle, ou ceux qui ont volé mon héritage ?» La réponse fut écrasante. Les gardes, fidèles à la mémoire de son père, Pierre le Grand, se rallièrent à sa cause. Ils marchèrent sur le palais d'hiver, leur objectif n'étant pas seulement de prendre le pouvoir, mais de s'emparer physiquement du jeune empereur et de toute sa famille. Le palais fut pris sans combat. Élisabeth, figure imposante et charismatique, fit irruption dans les appartements impériaux. Là, elle trouva la régente, Anna Léopoldovna, et son mari, Antoine Ulrich, dans leur lit. Ils furent arrêtés ainsi que leur poignée de conseillers fidèles. L'acte final et le plus pathétique du drame se déroula dans la nurserie impériale. Les soldats trouvèrent l'empereur de Russie d'1 an, Ivan VI, endormi paisiblement dans son berceau. Il fut saisi et emporté, son bref règne de cérémonie se terminant dans la terreur déconcertée d'un enfant réveillé de son sommeil par des étrangers armés. Au matin, Élisabeth avait été proclamée impératrice de toutes les Russies par le clergé et la noblesse assemblée. L'un de ses premiers actes fut de commencer l'effacement systématique et total d'Ivan VI. Un manifeste impérial fut publié, exigeant que la population prête serment d'allégeance à la nouvelle impératrice. Toutes les pièces de monnaie portant l'image du tsar enfant reçurent l'ordre d'être retirées de la circulation et fondues. Les documents publics, les serments d'allégeance et tout papier portant son nom devaient être trouvés et brûlés publiquement. C'était une damnatio memoria politique, une condamnation de la mémoire. L'enfant devait être dépersonnalisé, devenir une non-entité. Le plan initial, ou du moins celui publiquement déclaré, était d'expulser toute la famille Brunswick-Romanov de Russie. Ils furent d'abord transportés à la forteresse de Dunamund, près de Riga, dans ce qui fut présenté comme la première étape vers l'exil en Europe. Mais Élisabeth, s'installant sur son nouveau trône, eut des doutes. Un prétendant rival, même un bambin, peut-il jamais être vraiment neutralisé s'il est autorisé à vivre librement à l'étranger, un point de ralliement potentiel pour de futurs complots? La paranoïa qui est la compagne constante du pouvoir usurpé commença à s'installer. Le plan d'exil fut discrètement abandonné.
Le voyage vers l'Est fit demi-tour, et la famille fut plongée plus profondément au cœur de l'empire qu'elle avait autrefois gouverné. En juin 1744, après qu'une conspiration de cour connue sous le nom d'affaire Lopukina eut effrayé l'impératrice, la décision fut prise de resserrer la sécurité autour de la famille. Ils furent déplacés à Ranenburg, puis plus au nord, dans la ville reculée de Kolmogori, un lieu de froid désolé sur la mer Blanche. C'est là que la véritable nature écrasante de leur emprisonnement commença, et c'est là que la décision la plus monstrueuse fut prise. La menace n'était pas l'incompétente Anna Léopoldovna ou son mari passif. La menace était le garçon. Et c'est ainsi qu'Ivan fut séparé de sa famille pour toujours. Il devait être élevé dans un isolement absolu, un fantôme dans une prison de province, tandis que ses parents et les frères et sœurs qui leur naîtraient en captivité vivaient sous garde dans une maison séparée pour ne plus jamais revoir leur fils aîné. À Kolmogori, dans le nord froid et reculé, le processus de déshumanisation commença pour de bon. Le garçon autrefois connu comme l'empereur Ivan VI était désormais simplement un certain prisonnier. Il était confiné dans un petit ensemble de pièces spécialement construites à l'intérieur de la maison de l'archevêque, complètement isolé du monde extérieur et surtout de sa propre famille qui était emprisonnée à proximité. Il pouvait entendre le son des cloches de la cathédrale, être même les bruits lointains de ses propres frères et sœurs, mais il ne pouvait jamais les voir. Anna Léopoldovna, sa mère, mourait dans cet exil désolé en 1746, succombant à une fièvre puerpérale après la naissance de son dernier enfant, Alexis. Elle fut enterrée avec les honneurs d'État à Saint-Pétersbourg, une dernière pièce de théâtre cynique du régime qui l'avait détruite. Son mari, Antoine Ulrich, se vit offrir le choix de quitter la Russie, mais seulement s'il abandonnait ses enfants. Il refusa et resta prisonnier à Kolmogori jusqu'à sa mort près de 3 décennies plus tard, un témoignage de l'amour d'un père dans les circonstances les plus désespérées. Mais leur sort, aussi sombre fut-il, était un paradis comparé à celui de leur fils. Ivan fut élevé par son geôlier, ne voyant aucun autre visage humain pendant 12 ans. Les instructions de l'impératrice Élisabeth étaient d'une précision brutale. Il ne devait pas être éduqué. Il devait être maintenu dans l'ignorance de ses origines, de son nom, du monde lui-même. Le but était de créer un légume humain, un être sans conscience de soi, sans ambition, sans intelligence qui pourrait jamais être utilisé pour défier le trône. La privation sensorielle était profonde. Il vivait dans un monde de murs gris, de silence rompu seulement par les pas du garde. Pourtant, l'esprit humain est une chose tenace. Malgré les ordres explicites contraires, quelqu'un peut être un garde sympathique ou le geôlier lui-même prit pitié du garçon. On lui apprit ses lettres. Il apprit à lire et reçut une Bible. Cet unique acte de bonté, cette petite fissure de lumière dans son monde obscur, se révélerait être à la fois un réconfort et une malédiction. Cela lui donna un monde intérieur, mais cela lui donna aussi les outils pour comprendre l'horreur pure de sa situation. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tous les efforts pour effacer son identité, la vérité finit par filtrer. Que ce soit par un mot imprudent d'un garde, ou par le propre assemblage par le garçon des fragments de son existence, il en vint à comprendre qui il était. Il savait qu'il était d'origine impériale. Dans la solitude vide de sa cellule, le garçon qui était censé n'être personne commença à s'appeler Gosudar Souverain. Cette connaissance était dangereuse. Alors que des rumeurs d'un mystérieux prisonnier de haut rang à Kolmogori commençaient à circuler, la paranoïa de l'État s'intensifia. En 1756, la décision fut prise de le déplacer à nouveau. Il fut secrètement transféré à la tristement célèbre forteresse de Klisselbourg, une prison insulaire au milieu du fleuve Neva, un endroit d'où personne ne revenait jamais. Ici, l'isolement serait encore plus absolu. Il fut placé dans une casemate, une chambre voûtée à l'intérieur des murs de la forteresse, sous la surveillance de 2 officiers permanents, le capitaine Vlassiev et le lieutenant Tchekin. Le secret était si intense que même le commandant de la forteresse ne connaissait pas la véritable identité du prisonnier parmi eux. Il était désormais le prisonnier sans nom numéro 1. Son monde se réduisit à une seule pièce, son contact humain à 2 gardes qui étaient eux-mêmes prisonniers de son secret. Il avait 20 ans, et sa vie de tourment était sur le point d'entrer dans son chapitre final et le plus redoutable. La forteresse de Klisselbourg était la réponse de l'Empire russe à la Bastille, une froide oubliette de pierre s'élevant des eaux du lac Ladoga à l'embouchure de la Neva. C'était un lieu conçu pour engloutir les gens tout entiers, pour les effacer de la mémoire et du monde. Pour le prisonnier sans nom numéro 1, c'était la destination finale.
Sa nouvelle cellule était encore plus lugubre que ses quartiers de Kolmogori. C'était une casemate, la numéro 9, une chambre voûtée en briques au cœur des murs de la forteresse, conçue pour résister aux tirs de canon mais maintenant réaménagée pour contenir un seul homme brisé. La lumière et l'air étaient des denrées rares, filtrant à travers une unique fenêtre lourdement barrée qui n'offrait aucune vue sur le monde extérieur. La sécurité qui l'entourait était une obsession, une manifestation de la peur profonde de l'État envers ce fantôme qu'il avait créé. Ces deux gardes, le capitaine Vlassiev et le lieutenant Tchekin, n'étaient pas de simples porte-clés. Ils étaient ses compagnons permanents et ses bourreaux potentiels. Il leur était interdit de lui parler de quoi que ce soit de substantiel, leur conversation se limitant aux nécessités les plus élémentaires. Pourtant, une étrange et suffocante domesticité s'installa. Il dînait avec lui le soir, une parodie grotesque d'un repas de famille où le sujet le plus important, sa propre identité, était un tabou terrifiant. La privation psychosociale, le manque de lumière du soleil, de conversations significatives ou de toute interaction humaine normale, commença à avoir des conséquences prévisibles et terribles. Des années de cette solitude écrasante et de cette privation sensorielle avaient indéniablement perturbé son équilibre mental. Les rapports de ses gardes décrivent un jeune homme sujet à des crises de rage et de désespoir, une silhouette qui arpentait sa cellule sans fin, marmonnant pour lui-même. Son élocution devint hésitante, un bégaiement pénible qui rendait la communication difficile et frustrante. Il sombrait, de l'avis de tous, dans un état de détresse psychologique grave, présentant des symptômes que nous associerions aujourd'hui à un traumatisme intense, paranoïa, anxiété et agressivité nées d'une impuissance totale. Pourtant, il n'était pas, comme certains récits l'ont prétendu plus tard, un idiot complet ou un légume humain. Le cœur de son identité, la connaissance qu'il était le souverain légitime, restait farouchement intact. Il s'accrochait à ce fait avec une énergie furieuse et désespérée. Il insistait pour être appelé Gosudar, et lorsque ses gardes, suivant leurs ordres, refusaient, il entrait dans des colères folles. Ses éclats étaient accueillis par des châtiments brutaux. Les nouvelles instructions, d'abord de l'impératrice Élisabeth, puis confirmées et même renforcées par ses successeurs, étaient sadiques. S'il devenait agité ou violent, il devait être enchaîné au mur et battu. Imaginez la torture psychologique. La seule affirmation de votre propre valeur, la seule vérité à laquelle vous vous accrochez dans un monde de mensonges et de vide, est la chose même qui vous inflige une agonie physique. Telle fut sa réalité pendant des années, une boucle fermée de souffrance où la résistance menait à la douleur et la soumission menait à l'anéantissement de son âme. En 1762, il y eut une brève et étrange interruption de cette routine. Le nouvel empereur, Pierre III, un homme au tempérament erratique et instable, effectua une visite secrète à Klisselbourg. Il interrogea le prisonnier sans nom, peut être par curiosité morbide, peut être, comme le spéculent certains historiens, parce qu'il envisageait de nommer Ivan son héritier pour contrarier sa propre femme Catherine. Quel que soit le motif, la visite n'aboutit qu'à une nouvelle vague de cruauté. C'est Pierre qui renforça les ordres selon lesquels Ivan devait être battu pour tout écart de conduite. Mais le règne de Pierre ne fut qu'un feu de paille. En quelques mois, il fut lui-même renversé et assassiné lors d'un coup d'État orchestré par sa brillante et ambitieuse épouse allemande, qui monta alors sur le trône en tant qu'impératrice Catherine II, bientôt connue sous le nom de Catherine la Grande. Le prisonnier sans nom de Klisselbourg allait maintenant avoir une nouvelle et dernière maîtresse de son destin. L'accession au trône de Catherine la Grande en 1762 marqua le tournant final dans la vie tragique d'Ivan VI. Pour Catherine, une usurpatrice sans lien de sang direct avec le trône de Russie, l'existence d'un empereur précédent, légitimement couronné même s'il avait été emprisonné depuis son enfance, était une menace intolérable et constante. Ivan était un symbole vivant d'une revendication rivale, une figure de proue potentielle pour toute faction noble ou régiment militaire qui pourrait chercher à la déposer. Peu après avoir pris le pouvoir, Catherine, comme Pierre III avant elle, fit le voyage secret à Klisselbourg pour voir le condamné sans nom de ses propres yeux. Son évaluation, consignée pour la postérité, était un chef-d'œuvre de justification politique, dépeignant Ivan comme une créature sous-humaine dont la restauration était impensable. Elle écrivit que, hormis son bégaiement pénible et presque inintelligible, il était dépourvu de compréhension et d'intelligence humaine. C'était le récit officiel. Ivan était une épave abîmée et incohérente, inapte à régner. Mais les actions de Catherine trahissaient une peur plus profonde. Elle savait que sa légitimité ne dépendait pas de son état mental,
mais du simple fait de sa naissance et de son couronnement antérieur. C'était un fantôme qui pouvait encore renverser un empire. Ainsi, Catherine réitéra et renforça l'ordre le plus terrible de tous. Une instruction secrète fut donnée aux gardes d'Ivan, Vlassiev et Tchékine. C'était un ordre de mise à mort permanent. En aucun cas, le prisonnier ne devait être livré entre les mains de quiconque. Si une tentative était faite pour le libérer, aussi petite ou apparemment insignifiante soit-elle, les gardes devaient le tuer immédiatement et sans poser de questions. L'État qui lui avait volé la vie autorisait maintenant formellement son meurtre. Son propre sauvetage serait le déclencheur de son exécution. Cet ordre horrifiant, un secret transmis par Élisabeth, portait désormais la pleine autorité de Catherine la Grande. Elle avait effectivement signé son arrêt de mort et l'avait laissé entre les mains de ses geôliers pour qu'ils l'exécutent à leur discrétion. La forteresse de Clisselbourg fut transformée de prison en piège mortel, où la seule évasion possible pour son plus célèbre prisonnier était la mort elle-même. Pendant ce temps, un nouvel officier avait été affecté à la garnison de Clisselbourg. Il s'appelait Vassili Mirovitch, un jeune sous-lieutenant d'origine ukrainienne, au passé tourmenté et aux ambitions grandioses. Les domaines de sa famille avaient été confisqués des décennies plus tôt par Pierre le Grand, et Mirovitch avait grandi dans la pauvreté, nourrissant un profond ressentiment contre l'État et rêvant d'un moyen de restaurer la fortune de sa famille. En poste à la forteresse, la curiosité du jeune officier fut piquée par le secret intense entourant le prisonnier sans homme numéro 1. Par l'observation et les questions, il reconstitua finalement la vérité explosive. L'homme bègue et maltraité de la casemate numéro 9 était Ivan VI, l'empereur légitime de Russie. Dans cette découverte, Mirovitch vit son destin. Il serait celui qui libérerait le vrai tsar, déposerait l'usurpatrice allemande Catherine, et par la même occasion, gagnerait la gloire, la fortune et la restauration de l'honneur de sa famille. C'était un plan follement ambitieux et fatalement naïf, né du désespoir personnel et d'une profonde ignorance de l'ordre secret qui régissait la vie d'Ivan. Il commença à chercher des complices, convaincu qu'il s'engageait dans une croisade juste. Le décor était planté pour l'acte final, une collision entre l'ambition désespérée d'un homme et la condamnation à mort d'un autre, sanctionnée par l'État. La conspiration de Vassili Mirovitch était une affaire frénétique, presque amateur, davantage mue par un idéalisme romantique et un désespoir personnel que par un génie tactique. Il se voyait comme un faiseur de rois, un libérateur juste destiné à la gloire. Son premier et seul complice important fut un autre officier nommé Apollon Outchakov, avec qui il rédigea un manifeste déclarant Ivan 6 empereurs légitimes et Catherine une usurpatrice. Leur plan initial était alambiqué, impliquant un faux décret de l'impératrice pour obtenir la libération d'Ivan. Mais avant qu'il ne puisse agir, Outchakov fut opportunément transféré à un autre poste et, que ce soit par une maladie réelle ou feinte, se retira du complot, laissant Mirovitch dangereusement isolé. Sans se décourager, Mirovitch décida de procéder seul. Il croyait que s'il parvenait simplement à présenter Ivan vivant aux soldats de la garnison de Saint-Pétersbourg, il se rallierait à sa bannière comme il l'avait fait pour Élisabeth 2 décennies plus tôt. Il mécomprenait fatalement le climat politique. Catherine, contrairement à Anna Léopoldovna, était une dirigeante avisée et puissante qui commandait le respect et la peur. Dans la nuit du 16 juillet 1764, juste après 2 heures du matin, Mirovitch passa à l'action. S'étant mis dans une ferveur messianique, il réveilla un petit nombre de ses propres hommes, leur racontant une histoire d'ordre secret pour libérer le prisonnier. Il réussit à s'emparer de la porte principale de la forteresse et, dans la confusion qui s'ensuivit, assomma le commandant de la forteresse, Beridnikov. Il pointa ensuite un canon sur la casemate où Ivan était détenu, exigeant sa libération. Une fusillade éclata entre la poignée de partisans de Mirovitch et le petit contingent de gardes défendant la prison intérieure. À l'intérieur de la cellule, le bruit des tirs et des cris a dû être à la fois terrifiant et électrisant pour Ivan. Après 23 ans de silence et de mauvais traitements, c'était le son de la délivrance dont il avait peu, être fantasmé dans l'obscurité sans fin. Mais pour ses gardes, le capitaine Vlassiev et le lieutenant Tchékine, ce bruit était le signal qu'ils redoutaient depuis des années. C'était le déclencheur de leur ordre secret et permanent. Alors que Mirovitch et ses hommes perçaient les dernières défenses et se précipitaient vers la casemate, ils furent accueillis non pas par une résistance, mais par un spectacle horrifiant. Vlassiev et Tchékine, venant tout juste d'accepter un cessez-le-feu, ouvrirent la porte de la cellule. Là, sur le sol, gisait le corps d'Ivan VI. Suivant leurs instructions explicites de Catherine la Grande,
Les deux gardes avaient assassiné leur prisonnier pour empêcher son sauvetage. Le garçon qui avait été couronné empereur dans son berceau gisait mort dans une mare de son propre sang, tué par les hommes mêmes qui avaient été ses seuls compagnons pendant des années. Mirović se tenait au-dessus du cadavre, ses grandes ambitions réduites en cendres. Sa juste croisade s'était terminée par le meurtre de l'homme qu'il cherchait à sauver. Avec la mort d'Ivan, tout le but du coup d'État s'évaporait. L'homme qui devait être le nouvel empereur avait disparu. Mirović, complètement anéanti, se rendit immédiatement. Sa rébellion avait duré moins d'1 heure. Les suites de la tragédie de Klisselbourg furent rapides et brutales, un coup de maître de la perspicacité et de la cruauté politique de Catherine la Grande. Avec la mort d'Ivan VI, la menace vivante la plus puissante pour son trône était éliminée. Le cadavre de l'ex-empereur assassiné fut brièvement exposé dans la forteresse, témoignage sinistre du sort de ceux qui défient l'autocratie, avant d'être enterré dans une tombe secrète et anonyme quelque part sur le terrain de la forteresse, son dernier lieu de repos aussi anonyme que sa vie l'avait été. Ces assassins, les gardes Vlasiev et Tchekin, ne furent pas punis mais récompensés. Ils reçurent des promotions et des primes en espèces pour leur parfaite adhésion à l'ordre secret de Catherine. Une affirmation glaçante qu'ils avaient fait exactement ce que l'État exigeait d'eux. Pour Vassili Mirović, il n'y aurait pas de telle récompense. Son sort était scellé. Il fut emmené à Saint-Pétersbourg et soumis à un procès public. Le gouvernement de Catherine, tentant de distancier l'impératrice du meurtre qu'elle avait personnellement autorisé, essaya de dépeindre Mirović comme un fanatique solitaire et dérangé. Mirović lui-même resta étrangement calme tout au long de la procédure, croyant peu être jusqu'à la fin qu'il pourrait recevoir une grâce de dernière minute pour ses intentions nobles, bien qu'échouées. Il avait tort. Le 26 septembre 1764, il fut publiquement décapité. Son exécution fut un spectacle terrifiant pour le public, car la peine de mort n'avait pas été appliquée en Russie depuis plus de 2 décennies. Ses restes furent brûlés avec l'échafaud, un autre acte délibéré d'effacement. Les autres soldats impliqués dans le complot furent contraints de passer par les verges, un châtiment brutal consistant à être battus par leurs compagnons d'armes, puis furent exilés en Sibérie. Le message était clair et sans ambiguïté. La loyauté envers Catherine serait récompensée. Toute trace de rébellion serait accueillie par une oblitération absolue. Le fantôme d'Ivan VI avait été exorcisé. Mais qu'en était-il de sa famille, les autres Brunswick-Romanov qui avaient langui en exil à Kolmogory pendant des décennies? Ils restèrent prisonniers. Le meurtre de leur frère ne leur assura pas la liberté. Ce n'est qu'en 1780, 6 ans après la mort d'Ivan, que Catherine autorisa finalement la libération des 4 frères et sœurs survivants, Catherine, Élisabeth, Pierre et Alexis. Âgés de 34 à 39 ans, ils n'avaient connu d'autre vie que l'emprisonnement. Ils furent envoyés sous la garde de leur tante, la reine douairière du Danemark, Juliane Marie, et s'installèrent dans la ville danoise de Horsens. Là, ils vécurent sous une forme confortable d'assignation à résidence pour le reste de leur vie, soutenus financièrement par Catherine la Grande, la femme qui avait ordonné la mort de leur frère. Ils avaient une petite cour de serviteurs danois mais étaient socialement isolés, étrange relique d'une tragédie oubliée. Ils ne se marièrent jamais et ne laissèrent aucun enfant, les dernières braises mourantes d'une branche de la dynastie des Romanov qui avait été systématiquement et totalement détruite. L'histoire d'Ivan VI est plus qu'une simple note de bas de page tragique dans la grande fresque de l'histoire russe. C'est une méditation profonde et troublante sur la nature même du pouvoir. Sa vie sert de témoignage grotesque au principe que dans le monde de la monarchie absolue, l'humanité d'un individu est entièrement subordonnée à la valeur symbolique qu'il possède. Ivan ne fut jamais une personne, il était une revendication. Il est né pion, a vécu comme un fantôme et est mort en sacrifice. Son existence était un inconvénient politique et elle a donc été systématiquement effacée, d'abord des registres publics, puis du monde des vivants. La cruauté qui lui fut infligée n'était pas née d'un simple sadisme personnel, mais d'une logique politique froide, rationnelle et terrifiante. Pour l'impératrice Élisabeth et plus tard pour Catherine la Grande, le garçon dans la cellule représentait une graine perpétuelle d'instabilité. Il était le vrai tsar dans un système où la légitimité était une question de sang, et leurs propres revendications étaient, en comparaison, imparfaites. Leur paranoïa n'était pas sans fondement. Le XVIIIe siècle en Russie fut défini par les coups de palais, où la loyauté de quelques régiments de la garde pouvait changer le cours de l'Empire en une seule nuit. Dans un tel système, un prétendant alternatif légitime et vivant ne pouvait être toléré. L'État, dans sa quête acharnée d'autoconservation,
développa une sorte de psychose politique, et Ivan fut l'objet de son obsession. L'ordre de sa mort, lors de toute tentative de sauvetage, est l'expression ultime de cette logique. Sa valeur symbolique était si grande que son existence physique devait être terminée au moment où il menaçait de devenir politiquement réel. Sa vie était une non-vie, un état d'animation suspendu entre le trône qu'il occupa brièvement et la tombe qui était son destin. Il fut un sacrifice humain offert sur l'autel de la stabilité dynastique, sa souffrance le prix caché des règnes fastueux d'Élisabeth et de Catherine. La complicité du système est tout aussi glaçante. Les gardes, les courtisans, les commandants des figures comme Vlassiev et Tchékine n'étaient pas nécessairement des monstres. Ils étaient des rouages d'une machine, des exécutants d'un système qui exigeait leur compromis moral. Ils agissaient par peur, par ambition et par une acceptation désensibilisée de l'autorité absolue de l'État. Ils gardèrent le secret, appliquèrent l'isolement et, le moment venu, commirent le meurtre, tout cela au service d'un concept abstrait d'ordre. L'histoire d'Ivan force une confrontation avec le coût humain de l'absolutisme politique. Elle démontre comment un système construit sur le droit divin des rois et la volonté sans entrave de l'autocrate peut justifier l'anéantissement complet d'une seule vie humaine au nom de sa propre continuité. Il était né pour être emprisonné, son identité un crime, son souffle même une menace pour la couronne. Il est la victime ultime des circonstances de l'histoire. Un garçon dont la tragédie fut de naître trop près d'un trône, dans un pays où le pouvoir était un sport de sang et où les perdants n'étaient pas simplement vaincus, mais totalement, terriblement, anéantis.